Des familles en quête de nouvelles accourent à la recherche de leurs proches, sous le regard des nouveaux maîtres du pays. Cet homme, prisonnier politique, vient de sortir après 6 ans d'emprisonnement, encore hébété. C'est une nouvelle naissance. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Peut-être qu'il m'aurait exécuté. Il est assailli de questions par ceux qui, sans nouvelles de leur frère ou de leur père, recherchent la moindre preuve de vie. Ceux qui étaient avec toi, ils étaient 18, c'est ça? Tu te rappelles de leur nom? Ahmad, Mahmoud. Les noms de centaines de disparus flottent sur la colline qui monte à la prison et sur ce flot ininterrompu où l'espoir et l'inquiétude se mélangent. Amnesty International a qualifié cette prison d'abattoir humain. Des milliers de captifs y auraient été torturés et tués sous le règne des Assad père et fils. Cet homme nous interpelle. Moi, ils m'ont arraché un œil et quand j'ai été hospitalisé, on m'a dit qu'ils s'en sont servis pour faire une greffe à un général. Des années de peur et de rumeurs et encore des photos de disparus. Ça, c'est mon fils Ziad. Ils l'ont arrêté sur la route il y a 10 ans, pour rien. Ça, c'est mon fils Mahmoud, arrêté en 2013. Soudain, de la fébrilité dans les rangs. Une pelleteuse se ferait un chemin sous l'autorité des miliciens armés. Les rebelles et les familles en sont persuadés. La prison disposerait de sous-sols secrets, des cellules inaccessibles où seraient encore enfermés des prisonniers. On veut savoir s'il y a des gens en dessous. On est tous là pour retrouver nos proches. S'il y a encore des gens ici, qu'on les fasse sortir ou ils vont mourir. Toute la rage d'années d'oppression dans ces coups de pelleteuse. Les volontaires descendent dans les trous creusés à la recherche de souffle de vie. Il n'y a rien. On dit que ça va vers la cuisine, mais on ne sait pas. Des ingénieurs volontaires sont venus aider. Mais le plan, dont ils ne savent pas s'il est à jour, garde ses mystères. On a étudié le terrain, on a descendu des caméras, on a balayé une large zone. On essaye vraiment tout, mais on ne trouve rien. Y a-t-il encore des captifs? Ou la douloureuse vérité sur le sort des disparus restera-t-elle enfouie dans ces sous-sols? Difficile à accepter pour les familles. Les recherches vont continuer encore de longues heures. Les rebelles du groupe islamiste HTS qui ont pris le pouvoir ont annoncé une amnistie générale de tous les militaires, conscrits et réservistes pour éviter les règlements de compte. En revanche, les habitants de Damas se sont défoulés sur le palais présidentiel. Image de ces symboles du pouvoir de Bachar el-Assad moqués et saccagés. Maryse Burgot. Prendre possession de tous les symboles du pouvoir de Bachar el-Assad. Ses chars, mais aussi dans son palais présidentiel, ses aspirateurs, ses fauteuils, ses tableaux, ses tables basses et même ses lustres transportés avec précaution. Tout ça, c'est l'argent du peuple. Tout ça, c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent de Bachar. Une véritable chasse au trésor dans un palais en partie saccagé. Cet homme vient de trouver un album en noir et blanc. Hafez al-Assad, le père, posant aux côtés d'un dignitaire libanais. La photo est à leurs yeux une trouvaille. On est venu avec un sentiment de revanche jubilatoire. Grâce à Dieu, on est rentré. On ne pensait pas qu'on pourrait entrer un jour dans ce palais. Dans ce garage situé près du palais présidentiel, des dizaines de voitures de luxe. Sur les réseaux sociaux, les habitants se filment et préfèrent en rire. Tu viens chercher ta Lamborghini, toi? Plus loin dans Damas, une partie de la résidence du dictateur en fuite a été incendiée. Et il faut désormais piétiner le portrait du père de Bachar el-Assad pour accéder. Et là aussi, les habitants se servent. Les assiettes, les verres à cocktail, les emballages de sacs et vêtements de marques de luxe. Regardez, on a même trouvé du Louis Vuitton. Toutes les pièces sont passées au peigne fin avec humour et dérision. Regardez, c'est la chambre de sa fille.
Allez, prends ce que tu veux, ma tante. Prends, c'est ton droit. Et surtout, ne pas oublier de se faire photographier dans ces lieux. On voulait nous laisser dans notre monde, la pauvreté, la privation, les difficultés. Alors je suis venue voir ce qu'ils possédaient et que nous ne possédions pas. Un demi-siècle de dictature et quelques secondes de repos dans un fauteuil près du palais pour réaliser que c'est bien fini. Et si le monde salue la chute de Bachar el-Assad et de son régime sanguinaire, le profil du chef des rebelles islamistes inquiète. C'est un djihadiste. Il s'est battu dans les rangs d'Al-Qaïda et a fondé le front Al-Nosra en Syrie à la demande du chef de l'État islamique. Portrait d'Abou Mohamed Al-Jolani avec Benjamin Delombre et Luc Lacroix. C'est en apparence du moins une transition en douceur. À gauche, en costume bleu, le Premier ministre syrien sortant. Face à lui, Abou Mohamed Al-Jolani, le nouvel homme fort du pays qui semble jouer l'apaisement. Nous avons encore besoin de l'ancien gouvernement. Aujourd'hui maître de la Syrie, Al-Jolani est un vétéran du djihadisme. En 2003, le jeune homme rejoint l'Irak pour combattre les Américains. Arrêté, il est incarcéré dans les geôles d'Abu Ghraib, où il se tisse de solides relations avec des figures du terrorisme international, dont le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Jolani, que l'on voit ici en 2013, se rapprochera plus tard d'Al-Qaïda avant de rentrer en Syrie, en pleine guerre civile. Son groupe s'appelle désormais HTS, Organisation de libération du Levant. Il règne sur la région d'Idlib. Certains de ses combattants sont accusés d'exaction. Jolani voit sa tête mise à prix de 10 millions de dollars par le FBI. Mais dans le même temps, il opère un changement de style et de ton. Il taille sa barbe, il abandonne son turban et modère son discours. Une stratégie très étudiée. C'est quelqu'un qui, assez tôt dans le conflit, a montré une capacité à manœuvrer selon le sens du vent. Jolani est dans une entreprise de séduction vis-à-vis des Occidentaux. La séduction est peut-être un peu excessive, mais de dédiabolisation. Illustration de cette métamorphose calculée. Il choisit une femme et la chaîne américaine CNN pour sa première interview. Les gens qui se méfient d'un gouvernement islamique en ont peut-être vu de mauvais exemples. Reste à savoir quel destin l'homme qui a choisi hier la mosquée des Omeyyades pour s'afficher en maître de la Syrie réservera aux minorités du pays, les Kurdes et les chrétiens notamment. Et les États-Unis se disent ce soir déterminés à ne pas laisser l'État islamique se reconstituer en Syrie. Nous retrouvons notre envoyée spéciale à Damas, Stéphanie Pérez. Stéphanie, quelle est l'atmosphère qui règne ce soir à Damas ? Ce qui frappe, c'est encore l'extrême confusion dans les rues de Damas, avec ces centaines de rebelles islamistes armés à tous les ronds-points ou les carrefours. Alors nous n'avons pas eu de difficultés à filmer aujourd'hui, au contraire, on les sent plutôt désireux d'accueillir la presse étrangère, mais on sent une extrême précarité. On n'a d'ailleurs pas vu grand monde, pas beaucoup de réfugiés à la frontière aujourd'hui, désireux de rentrer chez eux, parce que le climat reste très tendu. Vous l'entendez ce soir, des bombardements israélien qui continue. Israël qui affirme avoir visé aujourd'hui des dépôts d'armes chimiques pour empêcher les rebelles islamistes d'y accéder. Beaucoup de confusion donc. Et comme le reste de la population, eh bien, nous sommes soumis à un couvre-feu depuis 17h jusqu'à 5h demain matin. Merci Stéphanie. Les rebelles du HTS ont annoncé que toutes les frontières avec la Turquie, le Liban, la Jordanie et l'Irak étaient ouvertes au retour des réfugiés. Depuis le début de la guerre civile en 2011, plus de 6 millions de Syriens ont fui le pays. Certains ont trouvé refuge en France. Comment vivent-ils en ce moment ? Reportage avec des Syriens installés près de Lyon, Étienne Prigent et Jean-Pierre Rivalin. Dans son restaurant ce midi, Rouba Khatib n'a pas choisi la musique par hasard. C'est Fayrouz en fait qui parle de Damas. Damas, la ville de cœur de cette réfugiée politique qui depuis 12 jours suivait minute par minute la chute de Bachar el-Assad. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie aussi pour l'avenir. Beaucoup plus en fait qu'avant. On n'a jamais lâché l'espoir, mais aujourd'hui on a beaucoup plus. Une nouvelle dont elle parle volontiers avec ses clients. C'est une vraie libération. Et c'est vraiment la joie. Je pense bien à vous et bon courage pour accompagner les familles. Merci beaucoup. En famille,
Comme ici chez son beau-frère et ses beaux-parents, les yeux sont rivés sur les chaînes arabes d'information en continu. Là-bas, tous étaient impliqués dans des associations avant d'être forcés à l'exil. Ziad n'avait que 15 ans, mais était déjà très actif. Bien sûr que je me suis beaucoup impliqué dans le travail avec beaucoup d'amis où aujourd'hui, soi-disant, il y a 10% qui sont vivants et le reste qui sont morts. Rouba, elle, avait été emprisonnée pendant près de 2 mois. Aujourd'hui, la vie, comme depuis des années, est rythmée par les appels à la famille restée sur place. Mais le temps, lui, a beaucoup changé. C'était pas les mêmes voix comme hier. Ils étaient encore stressés, ils étaient encore sous stress, et c'était encore dur. Aujourd'hui, c'est mieux. Ça fait du bien. Très content. Là-bas et d'ici. Désormais, ils espèrent des élections démocratiques et assurent qu'il ne faut pas s'inquiéter des islamistes qui, selon eux, sont une force parmi d'autres. Si il essaye maintenant, on n'a pas peur On a déjà tombé Bachar al-Assad. On n'a pas peur de quelqu'un qui est arrivé depuis 5 ans. Préférer l'espoir au doute, le choix de la famille Khatib après plus de 10 ans d'exil. Certains réfugiés entendent repartir en Syrie. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des pays européens ne comptent plus en accueillir de nouveaux. On retrouve Valérie Astruc en direct de Bruxelles. Valérie, l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, sans doute la France, entre autres, comptent geler les demandes d'asile des Syriens. Et oui, la réaction a été immédiate. 8 pays européens, dont l'Allemagne, suspendent le traitement des demandeurs d'asile syriens. En Autriche, par exemple, 7000 demandes d'asile en cours sont donc stoppées. La France l'envisage aussi, elle qui compte 700 dossiers en cours de traitement. Ces gouvernements estiment que les Syriens ne courent plus le risque d'être persécutés chez eux. Et certains pays européens parlent même de rapatrier ceux qui ont déjà obtenu le statut de réfugiés, et ce parfois depuis plusieurs années. La droite allemande propose même une prime de 1 000 € pour les candidats au retour. Mais l'agence de l'ONU pour les réfugiés appelle à la patience et à la vigilance. Pour elle, ces retours doivent se faire de manière volontaire, sûre et durable. Merci Valérie. Le RN se disait inquiet dès hier du risque de vague migratoire. Comment les hommes politiques français réagissent à la chute du pouvoir syrien? Certains s'étaient montrés par le passé favorables au régime d'Al-Assad. Caroline Motte. À l'annonce du renversement du régime syrien, les réactions politiques se multiplient. Et ce matin, c'est Raphaël Glucksmann qui dénonce les positions de certains. Moi, j'entends les commentaires ici des gens qui n'ont jamais rien dit pour condamner les crimes de Bachar, qui ont tout fait pour les excuser même, que je pense au Rassemblement national ou à une certaine partie de la gauche. Une partie de la gauche, par exemple Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Le député européen fait référence entre autres aux déclarations passées de Marine Le Pen, par exemple en 2017. Il m'apparaissait que Bachar al-Assad était une solution bien plus rassurante pour la France. Depuis la chute du régime syrien, elle n'a pas réagi. C'est Jordan Bardella qui s'en est chargé. Je pense qu'il ne faut pas se réjouir. Quand un dictateur tombe, on peut toujours s'en féliciter. Dans quelques mois, il est possible que nous payions les conséquences de cette prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes par des flux migratoires importants. L'extrême droite a longtemps défendu le régime syrien et son allié russe, à l'image de Thierry Mariani, eurodéputé RN. Il a rencontré Bachar al-Assad 6 fois. En 2019, cette photo de lui dégustant du vin français à quelques pas de la prison syrienne de Sednaya avait fait polémique. Aujourd'hui, il campe sur ses positions. On peut les accompagner. Je ne l'ai plus vu depuis 2 ans, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour la France. Pour la France, on avait un gouvernement qui, bien sûr, était une dictature, mais qui était un gouvernement laïque, qui ne nous menaçait pas. Autre personnalité politique visée pour ses déclarations passées, Jean-Luc Mélenchon. Voilà ce qu'il déclarait en avril 2018, après une attaque chimique attribuée au régime syrien. Le président français s'est d'une manière tout à fait lamentable aligné sur les États-Unis d'Amérique, en se disant certain d'avoir des preuves de la responsabilité du régime de Bachar el-Assad dans l'action, l'utilisation des armes chimiques, mais s'il a ces preuves alors qu'il les montre. Ce soir, dans un communiqué, il affirme qu'il n'a jamais été conciliant vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad. Le leader insoumis dit se réjouir de la chute du régime syrien, autant qu'il se méfie des nouveaux arrivants au pouvoir.
Il y a d'autres sujets qui ne font pas consensus dans la classe politique française. Emmanuel Macron le mesure, lui qui poursuit ses consultations. Il a convié demain l'ensemble des partis, hors LFI et RN, à 14h à l'Élysée. Les communistes, les écologistes pourraient-ils travailler avec les LR et les macronistes à partir d'une plateforme commune? Alexandre Perron. À l'Élysée, la matinée promettait une sensation de déjà-vu, avec un nouveau round de consultation. Mais à la sortie de la première réunion, rebondissement, Emmanuel Macron consentirait à d'abord discuter du quoi, avant de parler du qui. Le but, à un moment donné, si on se dit qu'on travaille tous ensemble, c'est de faire une plateforme, une réunion commune. Discuter d'un programme avant du nom d'un nouveau Premier ministre, un changement de méthode, demandé notamment par la gauche depuis la semaine dernière. Prochaine étape, mettre les partis